Alors, nous sommes en 2025 et c'est une année charnière pour plusieurs pays africains et je sais que tu suis ces pays parce que tu couvres l'actualité dans toute l'Afrique depuis des années. Le premier pays sur lequel je voulais qu'on s'arrête, c'est la Côte d'Ivoire parce que tu as produit il y a quelques semaines de cela un débat sur les élections et la crainte que l'on peut avoir à l'arrivée des élections en Côte d'Ivoire, un peu une sorte de bis repetita. Alors, je voulais qu'on s'arrête déjà. Pourquoi avoir tenu à faire ce débat-là sur Infomédia et bien sûr Vox Africa? Pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire est un pays phare de l'Afrique francophone. C'est un grand pays. On l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un grand pays et qui connaît des transformations extraordinaires. Mais c'est aussi un pays qui est à l'image de tout ce qui se passe sur le continent. Nous avons un pays où on est en train de répéter exactement ce qui s'est passé il y a quelques années et pour moi, ça m'embêterait qu'il tombe encore, qu'il sombre encore dans la violence. Parce que c'est un pays phare et parce qu'on l'aime tous. Je sais que certains diront, c'est pas ton pays. Sauf que moi, j'aime l'ensemble des pays africains et que pour moi, si tous ces pays vont bien, l'Afrique va aller bien. Et la Côte d'Ivoire, pour moi, est importante. Alors, quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'on rejoue un match qui s'est joué il y a quelques années, où on exclut quelqu'un pour ses origines, pour son appartenance à tel ou tel groupe, et ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que je pense que ça doit se jouer sur le tapis vert pour parler de façon un peu sportive, où à la réalité, chacun doit pouvoir compétir. Et j'ai peur que cette exclusion produise encore les mêmes effets qu'il y a quelques années, c'est-à-dire que les gens se déchirent pour ça, tout simplement. Je ne juge pas, je constate. Oui, mais il y a un fait aujourd'hui et je crois que l'un d'un point d'achoppement, c'est que les opposants à Alassane Ouattara lui reprochent de neutraliser tous les potentiels opposants sérieux. L'ancien président Laurent Gbagbo n'est toujours pas inscrit sur la liste électorale. Il y a le cas de Tidiane Thiam. Je voudrais qu'on s'arrête déjà sur le cas de l'ancien président Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous percevez cela? Parce qu'il a été acquitté par la justice internationale, mais il est encore sur le coup d'une affaire un peu alambiquée en Côte d'Ivoire. Alors comment vous percevez ça? Je trouve que, de mon point de vue, je trouve que c'est absolument ridicule. Pas parce que je suis pro ou anti-Gbagbo. J'ai des opinions et nos relations varient. C'est quelqu'un que je respecte, qui a été président de la République en Côte d'Ivoire. Ce qui me marque, c'est que on a envoyé quelqu'un à La Haye. Il est en prison à La Haye. On le juge en disant qu'il est absent et on le condamne pendant qu'il est absent. À La Haye, il a été totalement acquitté. Il est acquitté. Ouais. Il revient à la condamnation du pays, reste. Oui, on vous dit... On dit il fallait être là pour être jugé. Comment il devait faire pour être jugé à la vérité? Ce qui me frappe, c'est plutôt qu'on en soit encore là et qu'on recommence les mêmes histoires. S'il est acquitté à La Haye, je pense qu'on devrait revoir le jugement au pays parce qu'il n'a pas été absent de son fait. Il a été absent parce que le même pays l'a envoyé à La Haye. Donc il y a quelque chose qui est dérangeant, je pense, non? Et ça n'a rien d'opinion, là. C'est juste un constat que je fais. Ce monsieur... On a parlé également de la condamnation sur l'affaire de la fameuse banque à Boaké. Et tu l'as écouté dans l'interview qu'il m'a accordée. Il dit, on m'accuse d'avoir braqué la BCAO. OK. Gbagbo braquant la BCAO, c'est un peu fort de café. Mais bon, je ne viens pas pour juger, peut-être qu'ils ont des éléments que je n'ai pas, mais moi je cherche ces éléments-là. Mais une fois que vous avez dit ça, et qu'il était à La Haye, et que vous l'avez envoyé à La Haye, comment vous le condamnez pendant qu'il est absent? Maintenant il est revenu, pourquoi est-ce qu'on ne recommence pas? Puisqu'il était absent, pas de son fait. Bref, c'est compliqué. Et puis, est-ce que c'est le moment encore de créer une crise? C'était justement la question que je voulais poser. Est-ce que ce problème doit être résolu au niveau du juridisme et tout? Est-ce que c'est pas juste une affaire politique? Parce que, mine de rien, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire relève d'une décision politique. Tout à fait. Alassane Ouattara aurait pu le garder en exil. Donc, pourquoi, selon vous, il ne va pas au bout de cette logique pour laisser Gbagbo compétir? J'ai un peu de mal avec ça. J'ai un peu de mal avec ça. Je sais que dans la politique, on essaie toujours de disqualifier l'adversaire. Peut-être qu'il faut être plus élégant dans la manière de disqualifier.
Je pense que ça manque un peu d'élégance, mais c'est un point de vue. Ça manque un peu d'élégance parce qu'on aurait pu tout simplement trouver le moyen de faire qu'il compétisse et puis on voit ce qu'il vaut sur le tapis rouge. Et puis je vois un peu ça sur le tapis vert. Et puis je vois un peu ça comme la preuve que peut-être que le président Alassane Ouattara veut remettre ça. Parce que pourquoi éliminer toutes ces personnes? Je m'interroge. On se rappelle aussi, et on fait un peu d'histoire, qu'il y a quelques années, c'est Alassane Ouattara qui était un peu dans la même situation. Dans la même situation. Et il a fallu une décision politique courageuse de Laurent Gbagbo pour qu'Alassane Ouattara puisse compétir. Et je peux dire, ayant suivi la crise ivoirienne, que c'est une décision qui a beaucoup fait mal à l'intérieur du camp Gbagbo, qui lui a créé beaucoup d'inimitié parce qu'il y avait des caciques qui étaient totalement opposés. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'Alassane Ouattara se rappelle de ça? Parce que, admettons-le, sans Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara n'aurait pas pu être président de la République en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ben c'est ça qui me chagrine un peu, parce que je ne prends pas souvent position dans ce genre de choses, compte tenu de ce que ça suscite comme commentaire, comme violence verbale après. Mais à la vérité, je me dis, il faut peut-être qu'on ait un peu de mémoire, que sur ce coup-là, le président Alassane Ouattara devrait avoir un peu de mémoire. Et puis, est-ce qu'on a besoin de cette nouvelle crise en Côte d'Ivoire? Il a travaillé pendant toutes ces années, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. On regarde la Côte d'Ivoire a considérablement changé. Chacun peut juger comme il le sent. Mais peut-être que c'était le moment de montrer l'élégance en disant, ok, vas-y aux élections et puis on va voir ce qui va se passer. J'ai mon bilan pour moi, etc. Quel est l'intérêt de créer une nouvelle crise politique dans le pays? Alors, à côté de Laurent Gbagbo, il y a le cas Tidjane Thiam, qui est un cas un peu particulier, a-t-on envie de dire. Comment est-ce que vous appréhendez cela? J'ai deux lectures là-dessus. La première, c'est que on n'est pas conséquent avec nous-mêmes. Il faut à un moment donné qu'on se dise, soyons sérieux. On regarde les grandes nations au monde et on se rend compte que que le rôle de leur diaspora est particulièrement important. Quand tu regardes Singapour, Singapour est devenu Singapour aujourd'hui grâce à sa diaspora. Ceux qui ont remis Singapour sur les rails, c'est sa diaspora. Quand tu regardes l'État d'Israël, qui aujourd'hui est dans un autre camp, mais quand tu regardes, c'est sa diaspora qui est sa force. D'accord? Mais quand tu reviens en Afrique, tu te dis, c'est bizarre que la diaspora soit ainsi stigmatisée, exclue du jeu politique, où on utilise tous les subterfuges pour écarter ceux qui sont à l'extérieur, alors que c'est une force. Ça, c'est le premier élément que je constate. Comment on peut en arriver à exclure les gens simplement parce qu'ils ont pris une autre nationalité? On vous répondra que c'est la loi. On te répondra, c'est la loi. La loi est faite par les hommes. Et la loi, on la modifie, elle évolue. Et j'estime qu'à un moment donné, on doit se dire, est-ce qu'on est conséquent? Et puis, on est dans une hypocrisie collective. Toutes ces personnes qui disent ça ont des passeports cachés. Toi, tu le sais. Et quand tu regardes, nous, en tant que journalistes, on sait qui porte quel type de passeport. Oui, on a eu à croiser certains dans les aéroports. Ils sont du côté des étrangers. C'est-à-dire, voilà, vous rencontrez les autorités de vos pays. Absolument. Et quand on demande des passeports français, européens, vous êtes surpris de les voir prendre notre chemin. Donc, on est dans une hypocrisie collective qui est nocive, qui est dangereuse. Chacun d'entre nous, si on se met à faire ce type de papier, c'est juste que j'aime pas beaucoup le journalisme qui consiste à entrer dans la vie privée des gens, mais il y a des passeports que nous avons brandis qui sont des passeports d'autres pays. Et ça ne fait pas qu'ils soient moins national, qu'ils soient moins patriotes. J'estime que c'est un faux débat. Exclure Tidjane Thiam pour ces raisons-là, pour moi, c'est complètement loufoque. Ensuite, il y a à côté de ça le fait que le même président Alassane Dramane Ouattara a subi ça dans sa chair, l'exclusion. Il a subi ça d'être accusé toute sa vie d'étranger. Tout le monde se souvient de cette stigmatisation du président Alassane Dramane Ouattara, burkinabé, voltaïque, tout ce qu'on veut. Il a dû s'expliquer, américain, etc. Il s'est expliqué et les vidéos circulent encore. Que ce soit sous son règne, sous sa présidence, qu'on soit en train d'exclure quelqu'un pour les mêmes raisons, un enfant né dans ce pays, dont le père a été ministre dans ce pays, ses frères ont servi dans ce pays, qu'on soit en train de l'exclure pour ça, ça me dérange un peu. On peut entrer dans le juridisme, faire dire au droit ce que l'on veut. Mais la réalité, elle est celle-là. C'est qu'on est en train d'exclure un enfant du pays
simplement pour des raisons juridiques, pour des raisons de papier, administratives, qui sont pour moi un faux débat et qui risquent d'apporter des troubles dont on n'a pas besoin. Laissons-le aller compétir. Est-ce qu'il va gagner? Ce n'est pas certain. Est-ce qu'il a la popularité qu'on lui attribue? Je n'en sais rien. Mais arrêtons avec des faux sujets qui, à un moment donné, nous mettent dans des situations inextricables. Aujourd'hui, il y a un monsieur dont le père a été ministre, dont les frères travaillent au pays, qui a porté un passeport ivoirien. On dit non, il a porté aussi un passeport français, il a renoncé à sa tare, etc., etc. Est-ce qu'on n'est pas un peu ridicule quand on parle de tout ça? Est-ce qu'il aime la Côte d'Ivoire ou pas? Le président Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il aime la Côte d'Ivoire ou pas? Il a montré qu'il aime la Côte d'Ivoire et il a fait 3 mandats déjà, sans trahir la Côte d'Ivoire, en servant la Côte d'Ivoire. On peut juger de la qualité, etc., mais il a servi la Côte d'Ivoire. Comment peut-il laisser aujourd'hui qu'on exclue quelqu'un qui a à peu près le même parcours, qui a à peu près les mêmes qualités, les mêmes défauts, simplement parce qu'on dit non, il a porté tel passeport à telle date, etc. Ce débat, je ne rentre même pas dedans parce que j'estime que c'est ridicule. Les lois sont faites par les hommes et on les adapte. En fonction des contextes et des situations. Alors, on va sortir de la Côte d'Ivoire, mais avant, je voudrais quand même te demander, est-ce qu'on a autant de raisons de s'inquiéter, comme on peut l'entendre ça et là? Est-ce qu'il n'y a pas un peu une surenchère à la peur? Parce que le contexte n'est véritablement pas le même. On n'a plus la rébellion, le pays n'est plus divisé en deux. Est-ce qu'on peut... Qui attendait la rébellion à l'époque? Est-ce que quelqu'un savait que la rébellion viendrait? D'où elle viendrait? Je pense que plus on diminue les risques, mieux c'est. Et je parle là à des financiers qui savent qu'on doit le plus possible éloigner le risque. Aujourd'hui, qu'il y ait un mort ou 2 demain, c'est 2 morts de trop. Qu'il y ait des violences, c'est des violences de trop. Surtout quand on a construit le pays comme il est en train de le faire, on n'a pas besoin de ça. Et on ne sait jamais où le feu s'allume. On ne sait jamais. Est-ce qu'on a besoin de jouer avec les allumettes pour voir si ça va? Parce qu'on s'est dit, l'essence est loin. Je ne suis pas de cet avis-là. Il y a un risque. L'exclusion entraîne toujours un risque. Exclure quelqu'un par nature, ça suscite chez d'autres une réaction qui peut être faible, qui peut être forte, mais qui peut présumer de ça, je ne sais pas. Surtout qu'on a parlé de Laurent Gbagbo, de Tidjane Thiam, mais on n'a pas parlé de Guillaume Soro, qui est également exclu, qui est en exil. Et on connaît qui est Guillaume Soro, on connaît son parcours, on connaît aussi le poids qu'il continue à avoir, bien qu'étant en exil en Côte d'Ivoire. Le cas de Guillaume Soro, comment est-ce que toi, Alain, tu l'apprécies? Parce que c'est un cas, je t'ai vu interviewer Guillaume Soro à plusieurs reprises, tu connais très bien Guillaume Soro et la situation en Côte d'Ivoire. On sait tous aussi que si Alassane Ouattara est président aujourd'hui, il le doit au minimum à Guillaume Soro. Il s'est lâché, Guillaume, et il a expliqué le lien qu'il a avec le président Ouattara. J'ai du mal à comprendre. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre qu'on exclue tout ce monde-là du jeu politique. J'ai beaucoup de mal. Alors que je m'attendais à ce que ce président qui a fait 3 mandats déjà, qui a un certain âge, se dise, bon, on va apaiser, on va remettre surtout, les choses à plat. Je te coupe pas, mais surtout qu'on se rappelle de ce discours qui avait fait pleurer certains, en disant il est temps de passer le pouvoir à une autre génération. Qui suppliait les Ivoiriens de les laisser partir pour se reposer et s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, etc. Qu'on en soit là aujourd'hui, je m'interroge. Il y a de quoi s'interroger ou pas? Maintenant, je sais que c'est quelqu'un qui est d'une intelligence remarquable et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on en soit là? Guillaume Soro, c'est son proche. Ils étaient très proches. Il lui a fait des promesses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? On aimerait bien savoir. Mais pour moi, je trouve que tout c'est bien dommage. Parce qu'en réalité... Les partisans d'Alassane Ouattara accusent Guillaume Soro d'avoir été impatient. Et donc, ça fait qu'on doive l'exclure de la compétition? Je suis un peu curieux de comprendre ce raisonnement-là. Je me demande qui sont impatients. Ça, c'est son problème. Maintenant, qu'on le laisse aller devant les électeurs, ils feront leur choix. J'ai écouté des gens dire, je ne laisserai pas des gens mettre le désordre dans ce pays. Peut-être que c'est en empêchant à ces gens-là d'être là que le désordre viendra. On a vu comment le désordre est arrivé. Et Guillaume Soro faisait partie de ceux qui sont allés lever une armée. D'accord? Pour qui
chacun le sait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ça arrive aujourd'hui à nouveau? Je ne sais pas. Alors, la solution, ce serait peut-être qu'il y ait une grande amnistie, qu'on remette tout à plat, qu'on rebatte les cartes, parce que on peut parler également de Charles Blé Goudet, qui est également dans cette situation, qui est totalement déchu de ses droits civiques, qui se retrouve dans une situation compliquée où ses avoirs sont toujours gelés, etc. Lui aussi, qui comme Guillaume Soro est un acteur assez important dans la scène. À la vérité, Jules, moi j'y comprends rien. J'y comprends rien parce que je discutais il y a quelque temps, juste après que le président Ouattara ait mis le 3e mandat, en disant, bon, ben, je pense que c'est le mandat de l'apaisement. Avec un homme politique que je ne vais pas citer ici et qui était un proche du régime actuel, en disant, ça va être le mandat de l'apaisement. Je me rends compte qu'à la fin de ce mandat, on n'est pas dans l'apaisement parce que je me disais, tout le monde va pouvoir discuter. Et quand le président Gbagbo est revenu, quand Charles... Oui, on a vu des images assez impressionnantes, assez émouvantes. Voilà. Gbagbo, Bédié, Ouattara, on se disait enfin, c'est le début de la vraie réconciliation. Eh bien là, je suis un peu déçu qu'on n'en soit pas là. Du fait de qui, et puis moi je suis curieux, hein, j'aimerais bien pouvoir l'interviewer, le président Ouattara. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas interviewé pour qu'il me l'explique. Qu'il soit assis, comme je suis assis devant toi, pour dire voilà pourquoi, et qu'il ne sorte pas le juridisme, parce que le juridisme, on en fait ce qu'on veut. Je veux dire, on sait bien que dans nos pays, et pas que dans nos pays, on utilise le droit à des fins très très politiques, et ça arrive très régulièrement, c'est même généralement la pratique. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner, qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.